Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la classe, si je peux? Voilà, bon, parfait. Nous vivons, j'attaque directement, nous vivons une troisième révolution industrielle qui est celle de la convergence entre l'intelligence artificielle, le numérique, ou digital, c'est pareil, et puis la robotique. Et cette troisième révolution industrielle, elle a trois retombées majeures. Elle en a beaucoup d'autres, elle a des retombées dans tous les domaines en vérité, mais il y a trois grands secteurs qui sont impactés de manière extrêmement passionnante, mais aussi assez brutale, ça va très vite. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'économie collaborative. Le vrai modèle de l'économie collaborative, c'est encore beaucoup plus que Uber. On a parlé d'uberisation du monde. C'est Maurice Lévy qui avait inventé la formule. Mais plus encore que Uber, ce qui caractérise ce qui est le modèle, si je puis dire, de l'économie collaborative, c'est Airbnb. Airbnb, c'est comme vous le savez, la mise sur le marché d'un actif privé, d'un bien personnel, d'un morceau de votre appartement. Et partout où vous arrivez dans le monde, vous arrivez à Bogota, à Mexico, à Washington, ou à Londres, ou à Paris, et vous trouvez éventuellement, plutôt que d'aller à l'hôtel, vous trouvez une chambre Airbnb chez un particulier, ce qui en général est moins cher que l'hôtel et souvent plus agréable, surtout si on a envie de rencontrer les gens du cru, comme on dit. Airbnb, c'est 66 000 chambres à Paris. C'est 2,5 millions de nuitées en France. Et en vérité, l'économie dite collaborative, elle n'est pas du tout collaborative. Elle est extrêmement conflictuelle. Vous voyez constamment dans la presse, aujourd'hui même d'ailleurs, c'est un peu partout dans la presse, les hôteliers, notamment à Paris, déposent des plaintes contre les Airbnb parce qu'ils considèrent évidemment que c'est une concurrence déloyale. Ils disent, voilà, nous, on a des salariés, on a des charges sociales, on a des normes handicap, des normes incendie, toutes sortes de réglementations qui pèsent sur notre profession. Et vous, les particuliers, via une petite application d'intelligence artificielle, vous échappez à toutes ces réglementations. C'est donc une concurrence déloyale et les hôteliers essayent évidemment de mettre des bâtons dans les roues d'Airbnb. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette économie collaborative et quel lien avec l'intelligence artificielle dont je vous parlerai tout à l'heure, après avoir parlé du transhumanisme. Mais le lien, c'est que chez Airbnb et d'une manière générale dans l'économie collaborative, ou dite collaborative, en vérité très conflictuelle, eh bien, il n'y a pas de professionnel de la profession. Ce qui va caractériser cette nouvelle économie, c'est que, en l'occurrence, pour toujours prendre l'exemple d'Airbnb, il y a zéro professionnel de l'hôtellerie chez Airbnb. Il n'y a pas de restaurateur, il n'y a pas d'hôtelier, il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a rien qui ressemble à ce que vous trouvez dans un hôtel. C'est uniquement l'intelligence artificielle qui gère des centaines de millions de données ou des milliards de données, donc ce qu'on appelle le big data, sur un capteur qui est dans votre smartphone, donc sur un objet connecté. Ce sont ces trois éléments-là, intelligence artificielle, big data et objet connectés, qui permettent à l'économie collaborative de fonctionner. Même chose pour un chauffeur de taxi qui est uberisé. Alors là, pour le coup, c'est le cas de le dire, par un Uber. Waze est 1000 fois meilleur que n'importe quel humain parce que Waze connaît non seulement les 3600 rues de Paris, mais Waze connaît les bouchons, les encombrements, les manifestations, les accidents, et vous conseille en permanence le meilleur itinéraire. Et donc, il est par définition meilleur que n'importe quel humain. Et donc, les professionnels de la profession prennent évidemment très mal, en général, d'être uberisés par une machine qui est meilleure qu'eux et qui est simplement une machine d'intelligence artificielle. Ça, c'est la première retombée. Encore une fois, la seule nouveauté de cette économie, on est tout à fait dans la logique de Schumpeter, dans le capitalisme traditionnel, la concurrence traditionnelle, sauf qu'encore une fois, l'intelligence artificielle permet de concurrencer des professionnels de la profession sans être soi-même professionnel. Et ça, évidemment, c'est tout nouveau. La deuxième retombée, c'est la révolution de la mobilité. Ça a touché tous les secteurs de la mobilité, le camion, la voiture, l'avion, le bateau, le train, évidemment. L'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de piloter une voiture mieux que 99,9% des conducteurs. J'ai essayé, si ça vous amuse, regardez, j'ai mis ça sur Facebook parce que c'est quand même très impressionnant. La voiture autopilotée de Valeo, qui est tout simplement une voiture normale. En l'occurrence, c'est une Range Rover. Et donc, elle est équipée de lidar, de laser lidar. Elle est équipée de caméras, de capteurs à ultrasons, et surtout dans le coffre d'un petit ordinateur d'intelligence artificielle. Et cette voiture, moi, j'ai fait 3 kilomètres avec dans Paris.
c'est fascinant parce que elle conduit mieux que la plupart des conducteurs. Elle est extrêmement calme en plus et elle 3 kilomètres dans la circulation. On a vu des vélos, des scooters, des motos, des piétons, des feux rouges, enfin tout ce qu'on trouve à Paris, qui est une ville assez compliquée. Et c'est pas la peine, mon ami, j'en ai déjà beaucoup trop. Et donc elle est absolument incroyable. Et vous avez l'impression d'avoir l'homme invisible à côté de vous parce que vous voyez le volant qui tourne, mais il y a personne qui y touche. Et donc, elle est parfaitement au point. Il y a encore quelques semaines, je disais quelque chose qui finalement est une bêtise. Je pensais, parce que c'est ce que m'avaient dit les constructeurs français, avec qui j'avais beaucoup parlé, puis j'ai été allé dans le séminaire qu'avait organisé, comment dire, la plus grande compagnie d'assurance qui est dirigée par, c'est pas possible, AXA. J'oublie le nom du patron d'AXA. Il a quitté AXA. Oui, merci, Henri de Castres. Et donc, il avait, il y a 2 ans, merci beaucoup, ça c'est Alzheimer aussi, j'ai besoin d'un coup de transhumanisme, enfin on en parlera tout à l'heure. Henri de Castres avait organisé un séminaire sur la voiture du futur, parce que comme vous pouvez imaginer, cette voiture, elle a une caractéristique formidable, c'est que pratiquement il n'y a plus d'accidents. Et donc, elle a fait aux États-Unis 7,5 millions de kilomètres avec un accident. En fait, il y en a eu 2, mais il y a eu un accident mortel, puis il y a eu un accident en Chine, enfin sur 20 millions de kilomètres. Et donc, c'est epsilonesque par rapport au nombre d'accidents. On a eu 3600 morts sur les routes en France, on a eu pratiquement 100 000 blessés. Tout ça, dans 10 ans, c'est fini. Et donc, pour les assureurs, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que paradoxalement, s'il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus non plus de primes d'assurance. En tout cas, elles tendent vers zéro. Et c'est un très gros secteur, évidemment, pour les assureurs. Et donc, cette voiture autopilotée, elle n'a que des avantages, en vérité, sauf pour les gens qui aiment conduire. Mais c'est un formidable bureau roulant qui est en plus entièrement connecté. Il n'y aura plus d'accidents de voiture, il n'y aura plus de limitation de vitesse à 80 km/h, plus d'alcoolisme au volant en Bretagne. Non... Non pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'il n'y a plus de volant, ce qui est beaucoup plus sûr. Et donc, je pourrais dire dans le Var, à Paris, dans le Nord, c'est pas sectaire. Enfin, le Breton est quand même assez en tête. Et donc, plus de permis de conduire, plus de parking dans les villes. Il faut penser à tout ça. Et donc, c'est une véritable révolution qui s'applique aussi aux camions. Et cette révolution de la mobilité, mais bien sûr aussi à l'avion, le TGV peut parfaitement être conduit aujourd'hui par un robot d'intelligence artificielle. Pour le patron de la SNCF, ça n'a quand même que des avantages parce que le robot n'est pas syndiqué à Sud, il fait pas grève, il boit pas, il fume pas, il prend pas de vacances, il s'arrête jamais. Et donc, il est très docile. Tout ça va changer le monde. On considère que d'ici 15 ans, cette voiture autopilotée, le camion autopiloté, rien qu'aux États-Unis, c'est probablement 3 millions d'emplois qui seront directement impactés. Alors, c'est pas forcément dramatique, les gens feront autre chose. Vous savez, je pourrais vous donner la liste des emplois qui ont disparu entre 1850 et aujourd'hui, il y en a des centaines. Et personne dans la salle ne se réveille le matin en pleurant sur la mort des fenanciers, des obusiers, des taillandières, des allumeurs de réverbères, des archiers, etc. Je pourrais vous en citer 400 qui ont disparu entre 1830 et aujourd'hui, et même en 1950. Et d'ailleurs, réciproquement, si on avait demandé à l'équivalent de notre président Macron, disons à Charles X en 1830, l'ancien comte d'Artois, quels sont les métiers d'aujourd'hui, il en aurait pratiquement trouvé aucun. Il n'aurait pas su ce que c'était qu'un dessinateur de microprocesseurs, un pilote d'avion, etc. Et donc, c'est la logique même du capitalisme de détruire des emplois, d'en créer d'autres. Le mythe de la fin du travail est une absurdité. Il n'y aura jamais de fin du travail. Je vous donne d'ailleurs un exemple qui est assez frappant. Il y a plus de 80 millions d'abonnements au téléphone portable en France. Il y en avait 0 il y a 25 ans. Ça a créé des millions d'emplois dans le monde. Donc, le propre de l'humain, à la différence de l'animal, c'est que c'est un être artificiel qui a besoin de services indéfinis et infinis, si je puis dire, un être d'artifice. Et donc, à chaque fois qu'il y a un besoin qui apparaît, en l'occurrence, c'est un besoin complètement artificiel puisqu'il n'existait absolument pas il y a 30 ans. Et donc, chaque fois qu'un besoin apparaît, il y a des emplois qui vont derrière. Mais la difficulté qu'on aura, et qui n'est pas assez anticipée par le gouvernement, par les gouvernements, c'est pas une question de politique politicienne, c'est qu'on aura évidemment un problème de transition entre des métiers qui vont être atteints et puis des métiers qui vont apparaître, mais un problème de formation professionnelle entre les deux qui sera considérable. Il faudrait que sur les 32 milliards de la formation professionnelle aujourd'hui, il n'y en ait pas 28 qui aillent vers ceux qui ont un emploi, mais que ce soit exactement la proportion inverse. Sinon, on va avoir des très grandes difficultés.
parce que cette ubérisation du monde et des métiers, elle sera beaucoup plus violente, c'est-à-dire beaucoup plus rapide grâce à l'intelligence artificielle que dans les révolutions industrielles précédentes. Par exemple, quand Edison va inventer en 1880 la première centrale électrique à Manhattan, avant que les fabricants de bougies soient impactés par l'électricité, il y a 50 ans. Au fin fond de la Corrèze ou de l'Auvergne, de mon Auvergne natale, eh bien, on continue à avoir des bougies pendant encore des dizaines et des dizaines d'années avant que ce soit éclairé. Pareil pour le téléphone, ça a été relativement long aussi. Là, ça peut aller extrêmement vite. Les taxis, ils ont été ubérisés en 6 mois. Et le montant de leur licence, qui par exemple à Paris était de 240 000 €, a été divisé par 2 dans l'année. Et là, évidemment, l'intelligence artificielle permet de concurrencer, comme je le disais, des professionnels de la profession en très très peu de temps, sans que les professionnels l'aient vu venir forcément. Quelquefois, ça leur tombe dessus. Et donc, beaucoup de métiers seront ubérisés. Contrairement à ce qu'on croit, les métiers qui seront les plus atteints, ce sont des métiers de bac+10, ce sont des médecins, des radiologues. Par exemple, radiologue, c'est vraiment mort. L'intelligence artificielle est bien meilleure que n'importe quel radiologue aujourd'hui. Il y a eu une concurrence, c'était dans toute la presse, mais dans la presse sérieuse, c'était dans Nature, dans Science, il y a 3 mois. Il y a une compétition organisée entre un ordinateur, ce qu'on appelle un système expert du type Watson d'IBM, donc entre ce système expert d'intelligence artificielle de diagnostic médical et 52 dermatologues de très haut niveau venant de 17 pays différents, donc pour pas qu'il y ait de biais, des PUPH, comme on dit, des profs de médecine très très formés, et donc on leur a soumis des photos de grains de beauté, mélanome ou carcinome, et donc le diagnostic fait par la machine, c'est 92% de bonnes réponses, 85% pour les radiologues. La machine lit les radios infiniment mieux que n'importe quel être humain. Elle est capable de déchiffrer des aspects des radios que l'œil humain et même le cerveau humain sont complètement incapables de comprendre. Et donc, il y a des métiers qui seront impactés. Experts comptables, commissaires aux comptes seront des métiers qui seront très, très impactés. J'ajoute une chose, c'est que c'est beaucoup plus les tâches que les métiers qui seront impactés. Pour vous donner un exemple qui est, un peu une métaphore, mais qui est réel, quand j'arrive au ministère en 2002, il y a toutes sortes de répertoires qui traînent dans le ministère, puis les miens aussi, les persos, puis j'ai quatre ministères, j'ai l'éducation, la recherche, les universités, la jeunesse, donc tout ça traîne un peu partout. Je demande à une de mes secrétaires de rassembler tous ces répertoires, de m'en faire un seul. Elle a mis 10 jours. Bon, et c'était calligraphié, elle a fait très bien le travail. Aujourd'hui, il faut quelques secondes une fois que c'est scannérisé. Je n'ai pas pour autant viré ma secrétaire. La tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. Et je lui fais faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour elle et pour moi que de recopier bêtement au crayon un répertoire, ce qui est une tâche stupide on ne fera plus. Donc, le métier de secrétaire ne disparaît pas parce que un certain nombre de tâches sont impactées par l'intelligence artificielle. Donc, ne croyez pas que les gens qui disent 60% des métiers disparaîtront dans 20 ans, c'est complètement faux. Mais beaucoup de tâches à l'intérieur des métiers disparaîtront. Par exemple, pour les experts comptables, commissaires aux comptes, je pense que le métier continuera d'exister, mais à l'intérieur du métier, tout ce qui est comptabilité disparaîtra. La troisième retombée, là, l'affaire de la mobilité, j'ai développé un peu parce que ça donne un exemple de l'impact social de cette révolution de l'intelligence artificielle. La troisième retombée, c'est dans le domaine de la médecine, c'est le transhumanisme. Alors, je vous dis un tout petit mot personnel. Moi, j'ai fait 3 ans de biologie du cancer un peu sérieusement. C'est une biologie tout à fait fascinante. Et puis, j'ai commencé en 1990. Jean Dosset, notre prix Nobel de médecine, m'avait très gentiment demandé, il m'avait fait l'honneur, je peux dire, de réfléchir avec lui au premier séquençage du génome humain. Le premier séquençage, vous savez, c'est Human Genome, c'est un projet mondial, évidemment, mais Jean Dosset s'en occupait pour la partie française, et ce séquençage du génome humain, il commence en 1990, il est achevé en 2003. Il a duré 13 ans, et il a coûté, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, et donc Jean Dosset, très gentiment, me demande de réfléchir avec lui à l'impact philosophique, spirituel, moral, métaphysique que peut avoir ce séquençage du génome, ce premier séquençage du génome. Depuis, j'ai jamais arrêté de travailler dans ce domaine de la biologie qui me passionne. Et je pense que pour penser le monde, si on prétend avoir une graine de philosophe dans la tête, il faut la biologie et l'économie. C'est les 2 secteurs qui sont absolument indispensables pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hegel disait que la philosophie, c'est son temps
saisi dans la pensée, ramassé dans la pensée. Si on n'a pas l'économie et la biologie, on comprend rien à ce qui se passe. Donc moi, je me suis passionné pour l'économie, passionné pour la biologie, et donc je ferme la parenthèse. Je n'ai pas cessé d'y travailler depuis 1990 et de m'intéresser à ces questions. Le premier séquençage du génome humain, donc il dure 13 ans, il coûte 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, vous envoyez une petite goutte de salive chez DNA Vision, par exemple, la boîte de Laurent Alexandre, et un de nos grands chirurgiens, qui est aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle, 15 jours après, vous recevez le séquençage de votre génome. Faut le voir pour le croire. Vous recevez un papier avec une centaine de maladies dont vous êtes potentiellement porteur, avec le pourcentage que vous avez de risque de les développer, pourcentage qui est évidemment fonction après de vos habitudes de vie, vous fumez, vous buvez ou pas, etc. Et donc, pour des adultes, ça n'a aucun intérêt. Pour des enfants, c'est évidemment très, très important. Par exemple, on sait qu'il faut 7, en gros, gènes, pas pour les femmes, pour le cancer du sein, 2 gènes qui sont identifiés. Pour le cancer du poumon, il y en a 7, etc. Tout ça, vous pouvez le voir. Et donc, si par exemple, vous avez un très grand risque de développer un cancer du sein ou un cancer du poumon, pour le cancer du poumon, il faut vraiment arrêter de fumer, c'est absolument certain. Il faut surtout pas mélanger en plus tabac et alcool. Vous augmentez de 300% le risque de développer un cancer, qui est en plus pas un des bons. Et pour le cancer du sein, vous allez faire des examens tous les ans, et il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, on a là un séquençage du génome qui va bouleverser la médecine. Et puis, il y a une deuxième invention, je vous le dis tout de suite avant de vous expliquer ce que c'est que le transhumanisme. Il y a une deuxième invention qui est absolument géniale et qui est une invention à la fois française et américaine. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, 2 jeunes femmes, ont inventé en 2012 un sécateur d'ADN absolument génial qui s'appelle le CRISPR-Cas9. Si j'avais le temps, je vous raconterais ce que c'est, parce que c'est le système est absolument génial. Il est grandiose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait une autre conférence. Il faudrait une bonne demi-heure pour expliquer ce que c'est, mais c'est absolument génial. En gros, en tout cas, ça permet de couper-coller de l'ADN aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte, et surtout, ça permet d'aller détruire des gènes qui sont des gènes abîmés, qui sont des gènes mutés, qui sont des gènes qui sont facteurs de maladies gravissimes. Et ça permet non seulement de les détruire, de les découper, comme on dit, mais ça permet de les remplacer par des gènes sains. Et donc, quand vous avez ces 2 innovations, séquençage du génome, aujourd'hui, un séquençage du génome humain, ça coûte $150. C'est-à-dire que dalle par rapport à 3 milliards. On est passé de 3 milliards à $150. Par exemple, pour le cancer du sein, mesdames, ce qu'on fait à Gustave Roussy, c'est absolument génial. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut en quelques minutes ou en quelques heures séquencer le génome d'une cellule cancéreuse. Et ça permet, une fois qu'on l'a séquencé, de connaître l'ennemi, si je puis dire, et de l'attaquer avec les bons médicaments. Il y a encore peu de temps, la dame répondait à un médicament, et puis on ne sait pas pourquoi, 3 mois ou 6 mois après, ça marchait plus, comme on dit, ça répondait plus. Aujourd'hui, on sait pourquoi, parce que les cellules cancéreuses, elles mutent 2,5 millions de fois dans leur vie, elles échappent aux médicaments. Là, on peut suivre les mutations, on a des banques de cellules de cancer, on peut suivre les mutations, et donc on peut adapter le traitement à la mutation de la cellule en permanence, et ça s'appelle les thérapies de précision ou les thérapies personnalisées. C'est très important. Ça n'est possible que grâce à l'intelligence artificielle. Et donc l'idée qui va être un peu à l'origine du transhumanisme, enfin il y a d'autres projets qui sont là, mais qui va vraiment booster le projet transhumaniste, c'est justement l'idée qu'en séquençant le génome, notamment dans l'embryon, puisqu'on peut le faire dans l'embryon déjà, et on le fait, ça remplace la myosynthèse, et en allant voir, et en voyant quels sont les gènes mutés. Par exemple, sur la myopathie ou la mucoviscidose, il n'y a qu'un seul gène qui est abîmé. C'est des maladies monogéniques. Dans ce cas, l'idée, c'est que grâce à ce fameux sécateur d'ADN, une fois qu'on a séquencé le génome, avant qu'il y ait la prolifération cellulaire, quand il y a encore très peu de cellules dans l'embryon, on va aller chercher le gène abîmé, on le coupe et on le remplace par un gène sain. Thérapie génique. Ce qu'on commence à faire depuis 2017 aux États-Unis et en Chine. Et probablement, on va le faire cette année en France et en Europe. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? Le transhumanisme, c'est 3 idées qui n'ont en vérité strictement rien à voir avec ce qu'on vous raconte la plupart du temps dans la presse. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez bien. Après, on peut discuter, évidemment. Il y a 1000 choses qu'on peut discuter dans ce projet transhumaniste. D'abord, c'est un projet qui est financé pour l'essentiel par Google, par les GAFA, en vérité, GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, et puis IBM et Microsoft, et surtout en Chine par les BATX, qui sont l'équivalent donc des GAFA, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont encore plus puissants que les Américains.
Et donc ce projet transhumaniste, Google y a investi des milliards de dollars. Et vous savez que Google s'appelle Alphabet parce qu'il décline les filiales comme on décline un alphabet. Et il y a 4 filiales de Google qui travaillent à temps plein sur le projet transhumaniste. Il y a l'Université de la Singularité, il y a Google Brain, il y a DeepMind, et puis il y a évidemment une filiale qui est très très importante, qui s'appelle Calico, qui a été créée en 2013 avec 500 millions de dollars de dotation initiale et qui a rassemblé les meilleurs biologistes du monde, les plus grands informaticiens du monde. Et elle, Calico, ça veut dire California Life Company, et elle travaille uniquement dans le secteur du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est 3 idées. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous racontent des gens comme Jacques Testard disant c'est l'eugénisme nazi qui revient, c'est complètement idiot. Ça n'a strictement aucun rapport. Donc on essaye de faire peur aux petits-enfants, malheureusement ça marche, mais ça n'a strictement aucun rapport avec l'eugénisme du 19e siècle et a fortiori avec l'eugénisme nazi. Première idée, j'y vais aller très vite, mais vous allez évidemment comprendre à partir de ce que je vous ai dit comment ça peut fonctionner, enfin comment l'idée s'est installée. Première idée, la médecine, depuis les Grecs et les Chinois anciens, elle a toujours eu comme modèle le modèle thérapeutique. On appelait le médecin quand on s'était cassé la gueule, quand on était malade, il était là pour réparer, pour soigner. Modèle thérapeutique, exclusivement. On a soigné. L'idée transhumaniste, c'est qu'évidemment, on n'en a pas fini avec le modèle thérapeutique, on en a toujours besoin. 157 000 morts du cancer cette année en France. Mais on peut ajouter à la couche thérapeutique, si je puis dire, une couche augmentative. En anglais, ça s'appelle enhancement. C'est l'idée de l'homme augmenté, un peu comme on fait pour un grain de maïs OGM qu'on va rendre résistant à la sécheresse ou au contraire à la pluie, aux inondations ou à tel ou tel virus, etc. Donc l'idée, c'est d'aller vers un homme augmenté, enfin un être humain, pour parler politiquement correct, un être humain augmenté, et donc d'augmenter. Alors évidemment, dès qu'on dit ça, ça y est, hurlement de tous les vieux trotskistes de la Terre qui disent ça y est, c'est Hitler est de retour. Bon, il s'agit d'augmenter quoi? En vérité, on pourrait augmenter un tas de choses. On pourrait fabriquer une équipe de basket de 3 mètres de haut. Ça prendrait quelques générations, ça coûterait quelques dizaines de milliards, mais c'est pas infaisable, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Il s'agit d'augmenter la longévité humaine. C'est ça la deuxième idée. Autrement dit, de lutter contre la vieillesse, pour dire les choses simplement. Ne confondez pas 2 choses. J'ai une immense affection pour Kouchner et beaucoup de respect pour lui, mais l'autre jour on s'est engueulé parce qu'il comprenait rien. Il mélangeait l'espérance de vie à la naissance et la longévité. Ça n'a rien à voir. L'espérance de vie, et je disais mais on n'a jamais augmenté la longévité humaine. Il me disait mais si, alors tu dis n'importe quoi, les philosophes sont idiots. On a augmenté grâce à la médecine la longévité. Non, on a augmenté l'espérance de vie considérablement. Je parle de l'espérance de vie à la naissance, mais on n'a pas augmenté la longévité. Autrement dit, on meurt toujours autour de 100 ans. Jeanne Calment, 122 ans, reste le record mondial. En clair, personne n'a vécu 150 ans. Personne. On a augmenté en revanche considérablement l'espérance de vie à la naissance. Mais on meurt toujours à la même date, si je puis dire. L'espérance de vie à la naissance, c'est très intéressant parce qu'on pourrait pratiquement raconter une histoire de l'humanité à partir de cette augmentation de l'espérance de vie. On a des statistiques en France exactement depuis 1750. Je vous donne la moyenne homme-femme, mais c'est pas très différent. Les femmes vivent toujours 3 ou 4 ans de plus que les hommes parce qu'elles font un peu moins de bêtises, mais c'est quand même pas très différent. En 1750, l'espérance de vie des Français, elle est de 22 ans. En 1863, quand Victor Hugo publie Les Misérables, eh bien, l'espérance de vie des Français n'est que de 36 ans. C'est pas énorme. En 1900, ça pas. Je vous donne hors guerre, évidemment, hors conflit, sinon ça fausse les statistiques, ça n'a pas d'intérêt. En 1900, l'espérance de vie des Français est de 45 ans, ce qui est pas énorme encore. À ma naissance, en 1951, 62 ans. Statistiquement, je serais pas ici ce soir, et ce qui serait très fâcheux. Et aujourd'hui, on est à 80 ans, 81 ans. Voilà, on a pris pratiquement 40 ans d'espérance de vie depuis 1900, mais on meurt toujours à la même date. Et donc le projet transhumaniste, c'est de nous faire vivre vraiment, alors évidemment en bonne santé, physique et psychique. Il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, ce qui aurait un intérêt assez médiocre. Il s'agit de fabriquer une humanité qui vivrait assez rapidement, 150 ans, peut-être 200 ans, assez rapidement. Alors il y a tout un débat scientifique, est-ce que c'est possible génétiquement? Est-ce qu'on est programmé pour mourir? Est-ce que c'est possible de modifier cette espèce de programmation de la mort génétique? Donc je laisse de côté le débat scientifique. J'avais ce débat l'autre jour avec mon ami Axel Kahn, c'était public, c'était sur LCI, et il est très anti-transhumaniste, parce qu'évidemment, lui, étant socialiste, il voit le côté libéral du transhumanisme qu'il déteste. Mais il m'accordait quand même qu'assez rapidement, on arriverait à faire vivre les humains 150 ans en très bonne santé.
Quelle est l'idée philosophique qui est derrière ? Je laisse le débat scientifique, qui est passionnant d'ailleurs, mais bon, la plupart des scientifiques pensent sérieusement qu'on y arrivera, que c'est qu'une question de temps. Et donc, et en plus, maintenant, on y travaille. Vous savez, regardez l'histoire de la biologie récente, si je puis dire, au XXe siècle. Quand vous pensez que la découverte de la double hélice de l'ADN, ce que n'importe quel enfant de 6e aujourd'hui connaît, ça date de 1953, Watson et Crick, ça veut dire qu'un médecin qu'à mon âge, il n'a pas appris ça à l'université. Il a appris les petits pois de Mendel, mais il n'y est pas allé au-delà. Donc, quand on voit les progrès de la biologie depuis 50 ans, on se dit que où est-ce qu'on en sera dans 200 ans ? Personne ne peut le dire. Et donc, en tout cas, très probablement, on y arrivera. Et philosophiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On peut en discuter. Moi, j'aime bien ça, surtout en vieillissant. L'idée, c'est que on arrivera à fabriquer une humanité qui sera jeune et vieille à la fois. Vous connaissez l'adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, on aura réconcilié les deux. Et c'est ça, évidemment, qui est le projet transhumaniste, c'est de fabriquer une humanité qui aurait en quelque sorte sinon la sagesse, en tout cas l'expérience de l'âge. C'est la seule chose qu'on puisse pas remplacer, l'expérience. On peut être beaucoup plus intelligent en termes de fonctionnement cérébral à 25 ans qu'à 65, mais au volant d'une voiture, on est souvent beaucoup plus con. Il faut dire les choses franchement, ou avec ses enfants, ou avec sa femme ou son mari, on apprend quand même des choses avec l'âge. Alors, un ami violoncelliste qui disait élégamment qu'en vieillissant, les raideurs se déplacent, c'est pas très élégant, mais il n'y a pas non plus... Oui, ça c'est vrai, ouais. Mais il n'y a pas que des désavantages à vieillir. Il y a aussi le fait qu'on peut, comme disait Victor Hugo, élargir l'horizon. Vous savez que vous avez un magnifique poème de Victor Hugo qui s'appelle Bose endormi. Dans la Bible, Bose est un personnage extrêmement âgé, il doit avoir une centaine d'années. Il va épouser une très jeune femme, Ruth, une Moabite, et il va avoir toute une série d'enfants avec elle. Et évidemment, Victor Hugo, vieillissant, fasciné par Bose, fait un des plus beaux poèmes de l'histoire de la poésie française, où il y a 8 vers magnifiques. La fin est encore plus belle, d'ailleurs. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoi qu'il fût, économe. Les femmes, regardez Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Et ce que voulait dire Victor Hugo, évidemment, c'est que cet élargissement de l'horizon, eh bien, la lumière, plutôt que la flamme, c'est ce qui est permis par l'âge. Et c'est ce que la jeunesse ne peut pas remplacer par l'intelligence. Ça suffit pas. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois. Et puis la troisième idée qui porte le transhumanisme, et que je trouve aussi à la fois discutable au sens propre, mais quand même très intéressante, c'est en anglais « from chance to choice ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons inventé, spécialement en Europe, et d'ailleurs singulièrement en France, nous avons inventé des États-providence. Pourquoi ? Pour corriger les inégalités économiques et sociales. Et ça a quand même très bien marché, quoi qu'on en dise. Que vous soyez riche ou pauvre, globalement, vous êtes soigné de la même manière à l'hôpital. Que vous soyez riche ou pauvre, globalement, vos enfants auront les mêmes profs en phase 2 au lycée. Et ça, alors je sais, je suis pas idiot, qu'il y a quand même quelques avantages à être riche, on peut essayer de contourner les institutions, mais globalement, à 95%, on a égalisé les conditions en médecine et en éducation, ce qui est déjà absolument énorme, grâce à l'État-providence. Et ce que disent les transhumanistes, c'est que grâce à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, le séquençage du génome et le sécateur d'ADN et la possibilité aujourd'hui de faire des thérapies géniques dans l'embryon, c'est-à-dire d'aller chercher des gènes abîmés et de les remplacer par des gènes sains dans l'embryon humain, eh bien, on va pouvoir lutter aussi contre les inégalités naturelles. Ça qui est intéressant. Parce que vous avez un enfant qui naît avec une saloperie comme la myopathie, la mucoviscidose, très bien, si je puis dire, vous allez élever cet enfant, vous allez l'adorer, vous allez l'aimer comme on aime nos enfants, mais il va mourir à l'âge de 8-10 ans. Une horreur. Et donc, l'idée, c'est de corriger from chance to choice, aller corriger la loterie génétique qui vous, from chance, qui vous, au sens statistique, qui vous tombe dessus. Vous avez un enfant qui a une myopathie de mucoviscidose, vous n'y êtes pour rien. À moins d'être un religieux particulièrement stupide, c'est pas Dieu qui vous a puni, c'est le code génétique qui a bugué, point final. Et donc, l'idée, c'est d'aller corriger maintenant les inégalités naturelles, parce que c'est une très très grande inégalité. Et du reste, si vous ne le faites pas pour des raisons religieuses, eh bien, votre enfant pourra vous reprocher de ne pas l'avoir corrigé dans l'embryon alors que c'était possible. Donc même d'un point de vue moral, il faut réfléchir à ça.
Les religions sont évidemment, comme toujours, vent debout sur tout ce qui concerne les manipulations du génome. Mais je pense que c'est une énorme erreur. Je pense qu'on fait parler Jésus, il n'est pas là. Hein, bon, mais je trouve rien dans l'évangile de Jean qui ressemble, ni au préservatif, ni à la GPA, ni à la PMA. Jésus n'a jamais emmerdé personne avec ses histoires. C'est vraiment l'Église qui nous invente ça. Et le seul moment où il parle de morale familiale ou sexuelle, c'est la femme adultère. Et il dit, en gros, foutez-lui la paix. Donc, ne faisons pas parler le Christ à tort et à travers, hein, sur des sujets sur lesquels il n'a jamais rien dit, ni de près ni de loin. Même pas à des kilomètres, si je puis dire. Et donc, je ferme la parenthèse, mais l'idée, donc, c'est d'aller corriger les inégalités naturelles. Alors, ça repose là aussi sur une vision philosophique que j'aime bien et je trouve intéressante, c'est l'idée que la nature n'est pas sacrée. Vous voyez, moi je me suis engueulé avec Sens Commun et la manif pour tous dans le Figaro, ce qui m'a valu des lettres d'injure, parce que je leur disais, moi je comprends si vous voulez être contre le mariage gay, moi je veux bien, mais n'utilisez pas l'argument naturaliste, en disant papa, maman, bébé, c'est complètement ridicule. La nature n'est pas un modèle moral, mes amis, il y a que les nazis pour prendre la nature comme un modèle moral. La nature, c'est Darwin, c'est l'élimination des faibles. Jamais on n'aurait inventé la démocratie, l'État-providence et la protection des faibles, des vieux et des handicapés si on avait pris la nature comme modèle. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. Quand vous êtes poursuivi par un lion, c'est pas la peine de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que votre voisin. Je trouve que c'est excellent. Je vais vous dire, si le voisin est très vieux, handicapé, ou alors au contraire très très jeune, vous avez toutes vos chances. Et donc, ce qui va caractériser la démocratie, l'État-providence, ce qu'on a fait de mieux depuis le XVIIIe siècle, c'est le fait qu'on corrige en permanence la nature. On protège les faibles, on protège les vieux, on protège les handicapés. On a inventé des systèmes de protection sociale extraordinaires, précisément pour corriger la brutalité de la sélection naturelle. Et jamais on n'aurait inventé les antibiotiques si on sacralisait la nature. Ni la médecine, ni la démocratie. Et donc, dans la nature, nous choisissons ce que nous aimons et ce que nous détestons. J'aime les îles grecques, surtout quand il n'y a pas trop de monde. Je n'aime pas le virus de la grippe. Et il est très naturel, il a le droit de vivre, après tout, lui aussi. Il fait partie de la nature, si on la sacralise. Et donc, from chance to choice, c'est l'idée qu'on va pouvoir passer de l'hétéronomie à l'autonomie et qu'on va pouvoir, par la volonté, par le choix, par l'intelligence, corriger ces inégalités naturelles dans l'embryon, grâce à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça repose sur l'intelligence artificielle. Pas de séquençage du génome sans intelligence artificielle. On a calculé qu'il faudrait 40 ans au cerveau d'un oncologue, d'un cancérologue, pour séquencer le génome d'une tumeur cancéreuse, d'une cellule cancéreuse. Il y a 20 milliards d'informations dedans. 40 ans, il faut quelques minutes à la machine. Ce qui permet, encore une fois, de faire à Gustave Roussy, par exemple, des thérapies de précision. Et d'arriver, pour le cancer du sein, à 90% de guérison. Grâce à ces thérapies ciblées, comme on les appelle aussi. Et donc, sans l'intelligence artificielle, il n'y aurait ni économie collaborative, ni révolution de la mobilité, ni transhumanisme. Tout ça repose intégralement sur la gestion de big data, d'énormes masses de données, par l'intelligence artificielle. Et donc, je voudrais vous dire maintenant, et j'aurai presque fini, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je prépare un livre sur le sujet. J'ai eu la chance de déjeuner il n'y a pas très longtemps avec Yann Lequin, puis j'ai visité la semaine dernière le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook à Paris, qui est formidable, mais c'est hallucinant ce qu'on y voit. Et donc, on n'a pas idée de ce qui est en train de nous tomber dessus, si je puis dire en bien, et aussi en bouleversant. Je dirais pas en mal, parce que c'est quand même des progrès formidables, mais en bouleversant. L'intelligence artificielle, ne confondez pas 3 types d'intelligence artificielle. Et puis, c'est la dernière idée que je vous exposerai, puis je vous laisserai en paix. Mais il y a 3 intelligences artificielles, il y a 3 visages, si je puis dire, de l'intelligence artificielle, il ne faut pas confondre. Il y a d'abord l'IA faible. L'IA faible, c'est celle qui est très très forte en vérité, mais qu'on appelle faible parce qu'elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est celle qui a littéralement ratatiné le malheureux Garry Kasparov en 1997, le champion du monde d'échecs. Vous savez, si on avait dit à mon père, qui était un très bon joueur d'échecs, qu'une petite machine, ce que j'ai là, était capable de ratatiner le champion du monde d'échecs, il serait tombé de sa chaise, il aurait cru que c'était une blague. Bon, aujourd'hui c'est le cas, ça bat le champion du monde d'échecs.
Un peu après, en 2016, l'IA faible a battu l'ordinateur de Google, AlphaGo, mis au point par Demis Hassabis, au sein de DeepMind que Google a racheté. Il a ratatiné le meilleur joueur de jeu de Go, ce qui est beaucoup plus difficile que les échecs, parce qu'on ne peut pas tout calculer. Aux échecs, on peut presque tout calculer. Au jeu de Go, il y a beaucoup de parts d'improvisation. Et quand Lee Sedol, le champion, a été coréen, je crois d'ailleurs, a été battu, il a dit, en parlant de AlphaGo, l'ordinateur de Google, il a dit « He's God, il est Dieu, il comprend tout ce que je fais 3 coups avant ». Et il était totalement scotché. Cette IA faible, c'est elle qui séquence en quelques minutes le génome soit d'un humain, soit d'une tumeur cancéreuse. C'est elle qui fait tourner toute l'économie collaborative. Et donc, elle est absolument géniale. Elle est super puissante, mais elle ne pense pas. Elle n'a pas la conscience de soi. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand vous tapez un texto sur votre smartphone, vous voyez apparaître immédiatement des mots. On vous propose des mots. Dès que vous avez tapé 2 lettres, il se trompe plus, en général. Ça ne veut pas dire qu'il pense ce que vous êtes en train d'écrire, il n'y comprend évidemment rien, mais il procède de manière statistique extrêmement intelligente. Il procède de manière statistique parce qu'il sait, les programmateurs de Google qui ont inventé ça ont compris, pour la traduction automatique c'est pareil, qu'une phrase de 6 mots, le 6e mot, il est quasi obligatoire, il est contraint. Si je vous dis, alors, ce soir, messieurs, dames, bonjour, comment ça? Vous savez que le mot qui va venir, c'est va. Voilà. Et lui, il le sait aussi. Il y a peu de chance pour que ce soit presbytère ou cathédrale. Et donc, il procède par calcul, parce qu'il a, il a tout le vocabulaire et toutes les phrases et toute la syntaxe française, en l'occurrence. Et donc, il ne comprend rien à ce que vous écrivez, mais il sait ce que vous allez dire. Paradoxe. Il est très bête et très intelligent, en vérité. Et donc, ça, c'est l'IA faible. La deuxième IA, c'est l'IA qu'on appelle généraliste. Et celle-là, on l'appelle étroite. Pourquoi? Parce que mon petit ordinateur, il bat le champion du monde d'échecs, mais il est comme un nageur, il peut pas sortir de son couloir, il ne sait rien faire d'autre que jouer aux échecs. Et donc, il est génial dans son couloir, mais totalement impotent dès qu'on lui fait faire autre chose. Il peut rien faire d'autre. Et donc, l'idée sur laquelle travaillent aussi bien Google que Facebook, et puis les BATX chinois, l'idée, c'est de fabriquer ce qu'on appelle donc des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes transversaux et contextualisants. Des systèmes qui, par exemple, en médecine, comme Watson d'IBM, qui est un système expert de diagnostic médical, sont capables d'être aussi bons en cancérologie, en cardio, en dermato, etc. Et pourquoi pas, parce que c'est les mêmes types d'inférences, c'est les mêmes types d'algorithmes, d'être excellents aussi en placement financier, en économie et en droit. Et non, on aura là des systèmes experts d'intelligence artificielle, donc transversales, contextualisantes, qui seront meilleurs que nous dans tous les domaines, pas simplement aux échecs. Je parlais l'autre jour avec le patron de Google Europe, un jeune Américain sympathique, et il me donnait un exemple qui indique bien ce sur quoi il travaille. Il disait, voilà, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris, vous tapez sur votre smartphone, restaurant chinois, il est 12h30. Il va vous donner immédiatement la liste de tous les restaurants chinois ouverts dans le 15e arrondissement de Paris pour déjeuner. Mais si vous faites exactement la même demande sans changer une virgule, mais qu'il est 3 heures du matin, il faut qu'il ait compris que vous attendez une autre réponse et que vous voulez un Deliveroo, par exemple. Mais que la phrase est la même, mais le contexte a changé. Donc la contextualisation est ce sur quoi aujourd'hui travaillent les grands de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Facebook, Google et quelques autres, et puis les BATX chinois. Cette intelligence artificielle transversale, elle sera meilleure que nous dans tous les domaines, assez rapidement. La super IA, comme on l'appelle, elle va être meilleure que nous dans tous les domaines parce qu'elle sera vraiment contextualisante, transversale. Elle a 3 paramètres et je voudrais, c'est ça que vous compreniez bien ça. J'ai presque fini, mais ça c'est très important. Qu'est-ce qui va faire fonctionner cette intelligence artificielle? Il y a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est évidemment la puissance des ordinateurs. Et je vous donne quand même un chiffre qui est fascinant. Quand Konrad Zuse, un Allemand, en 1930, invente ce que beaucoup considèrent comme le premier vrai ordinateur, il est très fier de pouvoir dire que son ordinateur, il est capable de gérer, de traiter, de résoudre une opération par seconde. Il est tout content, même une racine carrée, ce qui est quand même déjà formidable. Aujourd'hui, les ordinateurs chinois, qui sont plus puissants encore que ceux des Américains, écoutez bien, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, ils sont capables de traiter 97 millions de milliards d'opérations par seconde. Je dis bien 97 millions de milliards d'opérations par seconde. Sans cette puissance d'ordinateur, qui est évidemment pas la même sur un petit smartphone, mais quand même
extraordinairement puissant, c'est pour ça qu'il est très cher aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait pas d'économie collaborative, il n'y aurait pas de révolution de la mobilité, il n'y aurait rien. Puissance des ordinateurs. La deuxième composante de l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes. Les algorithmes, vous savez, on les compare très souvent à des recettes de cuisine. C'est une série d'opérations à faire dans le temps pour arriver à un résultat correct. En vérité, ce sont ce qu'on appelle des inférences bayésiennes, du nom de Thomas Bayes, qui est un mathématicien anglais du XVIIIe siècle. Et les inférences bayésiennes, ce sont des inférences qui conduisent à des probabilités à partir d'éléments qui sont certains. Alors, je m'explique, quand vous prenez Watson, qui est un système expert donc de diagnostic médical, vous recevez votre patient, vous êtes médecin, vous recevez votre patient, et il a les symptômes, mettons, X, Y. Mettons même RSTUV, X, Y. Très probablement, va vous dire Watson, la maladie s'appelle Z. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a la certitude, c'est les symptômes, et la probabilité, c'est le diagnostic médical. Et là, évidemment, on a des systèmes experts qui sont incroyablement performants. Je donnais tout à l'heure l'exemple des dermatologues, mais je vous en donnais un autre. Il y a eu un concours organisé cette année même entre un système expert du type Watson et les généralistes britanniques. Et donc on a pris l'examen de sortie des études médicales des généralistes, avec les mêmes questions, l'examen standard. On a fait passer l'examen aux généralistes et puis l'examen au système expert, et à nouveau, le système expert a littéralement ratatiné les humains. Ce qui a donné lieu à un débat très intéressant en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les médecins soient obligés de consulter le système expert, non pas forcément de le suivre évidemment, mais au moins de le consulter, qu'il l'ait à côté d'eux, qu'ils aient le logiciel si vous voulez, et qu'ils consultent le système expert, parce que systématiquement aujourd'hui il est meilleur que les médecins dans de très nombreux domaines. Et donc on a là évidemment un débat qu'on finira évidemment par trancher en faveur de l'ordinateur. Il est évident que dans 10 ans, dans 15 ans, c'est qu'une question de temps, les médecins seront obligés d'avoir ces logiciels parce qu'il y a rien à faire, ils sont meilleurs que nous. Et le troisième paramètre est très intéressant. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi le fameux RGPD est la plus grande bêtise de toute l'histoire humaine, le fameux Règlement général de protection des données, parce que on n'a pas de GAFA européen. Et donc le Règlement général de protection des données part d'une très bonne idée, d'une très bonne volonté, et il pourra un jour aider les entreprises européennes, mais pour l'instant c'est pas le cas parce qu'il n'y en a pas. Toute la journée, vous recevez sur votre smartphone, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données? Vous répondez oui avant même d'avoir lu l'ensemble, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de GAFA français. Et donc, ce RGPD, pourquoi c'est une ânerie? Parce que le troisième paramètre, c'est la quantité de données que vous donnez à bouffer à la machine. Je vais être très clair. Pour qu'un enfant de 5 ans reconnaisse un tigre d'un lion, il faut en gros 3 photos, il se trompera jamais après. Ou une abeille d'une guêpe, il se trompera jamais. Ou une méduse d'une pieuvre, il se trompera jamais. 3 photos, 4 photos, le môme, il a compris, même à 3 ans, 5 ans en tout cas, à coup sûr. Pour que la machine reconnaisse un tigre d'un lion, on va lui faire bouffer plusieurs millions de photos, qu'on prend généralement sur Image7 d'ailleurs, un site de photos qui sont déjà étiquetées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il lui faut plusieurs millions de photos, en tout cas plusieurs centaines de milliers de photos. Mais après, mes amis, une fois que vous lui avez donné à bouffer ces photos, si je puis dire qu'il les a avalées, l'ordinateur, il peut vous reconnaître à 300 mètres et avec un centimètre carré d'oreille un tigre d'un lion. C'est comme ça qu'il vous dit, par exemple, les terroristes à Bruxelles, il s'appelle XYZ, parce qu'il reconnaît. C'est ça aussi qui permet à la fameuse voiture autopilotée, elle peut trancher les problèmes qu'on lui soumettait encore il y a 3 ans. On disait, voilà, il y a une vieille dame qui traverse d'un côté avec un limbago, et un gros chien qui traverse de l'autre côté, il y a des platanes sur le bord de la route, tu peux pas sortir de la route, qui est-ce que tu écrases? Voilà. Maintenant, elle sait qu'il faut écraser la vieille dame, évidemment. J'aime les chiens. Et donc... Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais pas fini. Je vous disais que je disais une bêtise, et puis je vous ai pas dit laquelle. S'il doit y avoir une raison pour laquelle j'ai pas voulu me dénoncer moi-même, mais je croyais, parce que les constructeurs français me l'avaient dit, que cette voiture autopilotée, elle serait pas commercialisée rapidement parce qu'elle était trop chère. Et justement, la voiture que j'ai essayée l'autre jour, il y a 15 jours, celle de Valeo, elle est équipée, vous savez que Valeo est le plus grand équipementier européen de tout ce matériel qu'on met sur les voitures. Et donc, le matériel qu'il y a dessus, c'est que dalle, c'est 5 000 €. C'est-à-dire, c'est quasiment rien. Donc, ça veut dire que cette voiture, dans 5 ans,
Dans 10 ans au pire, elle sera très 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 largement commercialisée. Donc ne croyez pas que c'est un truc qui va se passer dans 30 ans. Dans 10 ans, la plupart des spécialistes considèrent qu'on aura 15 ou 20% de voitures autopilotées en France. Ce qui veut dire que, par exemple, dans 20 ans, il n'y aura pas un chauffeur de taxi en France. Faut quand même le savoir. Donc je ferme la parenthèse. Bon, c'est ça qui permet justement donc la reconnaissance faciale, mais c'est le même système pour la reconnaissance d'un carcinome ou d'un mélanome et d'un diagnostic médical en dermatologie ou ailleurs. Et donc voilà les 3 paramètres. Et puis la dernière intelligence artificielle, donc il y a l'IA faible qui est dans son couloir, narrow, on dit en anglais, elle est étroite. Il y a l'IA faible, la super IA qui est généraliste, transversale, contextualisante, on y arrive. Et puis il y a une 3e IA sur laquelle travaille Google, l'Université de la Singularité, c'est le projet de fabriquer ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui penserait vraiment, c'est-à-dire qui aurait la conscience de soi, qui aurait donc le libre arbitre, elle pourrait décider, et qui aurait du coup des émotions, puisque le cerveau, c'est le siège des émotions. L'amour, la haine, la jalousie, la colère, la peur, etc. Et donc là, il s'agit pas du tout du transhumanisme, là aussi Testard confond tout comme toujours. La vérité, c'est qu'on parlerait là de post-humanisme. Il s'agirait, je vais être très clair, de fabriquer, disons c'est même pas métaphorique, de fabriquer des connexions de neurones comme les nôtres, avec tout, avec les synapses, les dendrites, les axones, enfin tout ce qui fait le matériel neuronal humain, mais sur une base, disons, de silicone et pas de carbone. Donc sur une base non biologique, si vous préférez. Si on y arrivait, on aurait fabriqué une vraie intelligence qui penserait vraiment, qui aurait des émotions, donc on aurait fabriqué une vraie post-humanité. Là, l'humanité actuelle est morte. On aurait fabriqué une post-humanité. Donc ce sur quoi travaille Google en permanence, c'est l'idée de fabriquer un cerveau. Il y a aussi un programme européen qui continue sur le même sujet. Fabriquer un vrai cerveau, donc une vraie intelligence, mais sur une base, encore une fois, non biologique. Donc là, on aurait fabriqué une machine intelligente, donc on aurait fabriqué un nouvel être intelligent qui serait immortel puisqu'il serait sur une base non biologique, qui serait donc non mortel, non périssable, parce qu'il pourrait se transmettre. Quand on parle de télécharger sa mémoire ou son intelligence sur une machine, c'est de ça qu'on parle. C'est pas de nous qu'on parle. On parlerait d'une post-humanité qui serait. Alors moi, au début, je rigolais un peu, puis j'ai beaucoup discuté avec ces gens, notamment avec des gens de l'Université de la Singularité, et en fait, j'ai compris leur raisonnement, qui n'est pas du tout stupide. Je ne crois pas à la possibilité d'arriver à cette intelligence, mais qui suis-je pour le dire aujourd'hui, parce que Bill Gates y croit, Stephen Hawking y croyait, Elon Musk, le patron de Neuralink, de Tesla, de Hyperloop, de SpaceX, y croit. Eux, ils y croient absolument, et ils ont signé déjà en 2015, puis à nouveau en 2017, avec 3000 des plus grands chercheurs en biologie et en informatique au monde, une pétition demandant d'encadrer la recherche sur l'IA forte, parce que, évidemment, si on y arrive, on sera en très très grande difficulté. On aurait créé une post-humanité par rapport à laquelle vous trouvez ça très facilement sur le net. Allez voir les entretiens d'Elon Musk ou de Stephen Hawking qui vient de mourir. Juste avant sa mort, il avait dit « Si on parvient à l'IA forte, ce sera un grand pas pour l'humanité, mais ce sera le dernier. Parce qu'on aurait fabriqué une machine darwinienne qui n'aura qu'une idée, c'est de nous éliminer. » Et Elon Musk dit, pareil, vous pouvez trouver les entretiens très facilement, si on fabrique une IA forte, eh bien, nous serons par rapport à cette post-humanité comme nos animaux domestiques par rapport à nous aujourd'hui. Et encore dans le meilleur des cas. Parce que la vérité, c'est qu'on sera plutôt comme Néandertal par rapport à Cro-Magnon. Et on sait aujourd'hui que Cro-Magnon, c'est nous. Vous savez, Cro-Magnon, c'est nous. On a exterminé Néandertal simplement parce qu'on était plus intelligent et plus méchant et qu'il avait la tronche des Bogdanov, pour le dire franchement, c'était pas un cadeau. Mais c'est mes meilleurs amis, c'est pas méchant. Mais voilà, pourquoi ils y croient? Je vous indique ça simplement, puis je conclurai juste 3 minutes encore. Pourquoi ils y croient? Parce qu'ils sont matérialistes, philosophiquement parlant. Ils sont monistes. Ça veut dire quoi? Matérialiste, ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes déjà des machines. C'est ça un vrai matérialiste. On est déjà des machines compliquées, vivantes, mais la vie, personne ne sait ce que c'est. Mais donc du coup, à partir du moment où vous êtes matérialiste et que vous pensez que l'être humain est au fond une machine, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à copier un jour, quelle que soit sa complexité, cette machine. On a 100 milliards de neurones, mais bon, on fabriquera 100 milliards de neurones artificiels, basta. Et donc, ils sont monistes. Ça veut dire quoi, monistes? Ça veut dire qu'ils pensent, contrairement, par exemple, aux chrétiens, il n'y a pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre, une petite âme qui s'en ira au paradis quand le corps sera mort et pourri. Il n'y a pas d'un côté la pensée, de l'autre côté le cerveau.
ça ne fait qu'un, monisme, matérialisme. Et ils ont d'ailleurs un argument fort et bête, ils disent si je vous détruis le cerveau, vous verrez, vous penserez beaucoup moins bien, et votre âme, vous pourrez toujours courir après, vous la trouverez pas. Et donc, en effet, si je vous détruis le cerveau, c'est sûr que vous apercevrez qu'il y a quelque chose de moniste dans l'intelligence humaine. Je laisse la discussion autour, mais c'est ça leur raisonnement. Et donc, ils pensent qu'un jour, inévitablement, question de temps, sera peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans. Mais à l'échelle de l'histoire humaine, qu'est-ce que c'est que 200 ans? 200 ans, c'est rien. Et donc, un jour ou l'autre, on arrivera à fabriquer une vraie intelligence, donc une vraie post-humanité. Et dans ce cas-là, la nôtre disparaîtra. Ce qui est extrêmement triste pour nous, mais en soi, je pense que personne dans la salle ne s'est réveillé en pleurant sur la disparition de Néandertal. On s'en fiche comme de l'an 40, pour dire les choses franchement. Ce sera pareil pour nous si on arrive à cette post-humanité. Je termine simplement sur un point, et ce sera ma conclusion. L'Europe n'est pas dedans. L'Europe, c'est zéro dans cette affaire. C'est strictement zéro. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit pas bon, parce que pratiquement les meilleurs chercheurs au monde sont français, ils sont allemands, ils sont britanniques, mais ils travaillent pour les Américains. Yann Lequin, il est français, il est breton, mais il travaille, c'est le pape de l'intelligence artificielle. On considère que c'est lui qui est un des principaux inventeurs du deep learning, donc de cette intelligence artificielle qui auto-apprend en permanence. Mais il est français, il est breton, mais il travaille pour Facebook. Je suis allé, je vous le disais, chez FAIR la semaine dernière, chez Laurent Soli, chez l'antenne intelligence artificielle de Facebook à Paris, qui est formidable, d'ailleurs, qui est magnifique, c'est incroyable. Mais c'est des chercheurs français, mais ils travaillent pour les Américains, sans exception. Pourquoi ils travaillent pour les Américains? Parce que les Américains ont compris que l'essentiel de la compétition qui se profile, c'est la troisième révolution industrielle, que les pays qui ne seront pas dedans sont morts, tout simplement. C'est fini. Les Chinois ont aussi compris ça, et ils ont compris que c'était une question d'argent. Si vous payez pas les gens, s'ils viennent pas. Moi, j'étais chercheur au CNRS pendant quelques années, quand j'étais jeune. J'avais 2 agrégations, une de philo, une de sciences politiques. J'avais un doctorat d'État, un des derniers. J'étais payé royalement l'équivalent de 1 800 € par mois. Quand vous dites à un type qui est dans un autre domaine que le mien, c'est-à-dire l'intelligence artificielle ou la biologie, c'est pas 1 800 € par mois, mais c'est 1 million par mois, et c'est avec le plus grand laboratoire, tu peux faire venir qui tu veux, plus la maison qui va avec, la voiture, la piscine, le tennis, etc. Ça facilite les délocalisations. Ils font pas que ça. Ils rachètent aussi, non seulement ils rachètent les cerveaux humains, mais ils rachètent aussi les entreprises humaines. Parce qu'ils ont parfaitement compris qu'une fois qu'une entreprise était devenue une licorne, il était extrêmement intelligent de la racheter parce que, 1, ça supprime un concurrent, vous intégrez dans votre boîte à vous, et 2, vous mettez pas l'argent à perdre parce que ceux-là, ils ont réussi. Et donc, les Américains ont une politique extrêmement active de rachat des cerveaux et des entreprises qui sont des concurrentes de les leurs. Et donc, on a là, nous, on a zéro. C'est-à-dire, quand Macron annonce qu'il va mettre 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle, d'abord, c'est une fake news, puisque ce milliard avait déjà été budgété par Hollande, dans le plan innovation d'Hollande, donc c'est absolument pas nouveau, donc c'est une blague. Et deuxièmement, 1,5 milliard, c'est une vaste plaisanterie. Les Chinois mettent des centaines de milliards, les Américains aussi. Donc c'est une blague. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la capacité de l'Europe à investir dans cette troisième révolution industrielle. Et elle ne peut pas le faire aujourd'hui pour une raison qui est très profonde, mais je la développerai pas très longtemps, je voudrais juste que vous compreniez ça. J'ai vraiment presque fini. C'est le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht a été une véritable ânerie. On l'a pas vu parce qu'on était 12 à l'époque, c'était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Mais le traité de Maastricht, en 1993, il a autorisé qu'on se tire la bourre, qu'on se fasse la compétition entre nations européennes sur le plan fiscal et social. Pour vous donner un exemple, l'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Et donc, Uber a parfaitement raison d'aller s'installer en Irlande. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas de couler sa boîte. C'est pas d'aller payer là où c'est le plus cher. Même moralement. C'est éventuellement de payer convenablement ses salariés, de créer de l'emploi, mais c'est certainement pas d'aller payer là où l'impôt est le plus cher. Donc, la connerie, elle vient de l'Union européenne, elle vient pas de Uber.
Et donc, quand on autorise qu'on se tire la bourre sur le plan fiscal et social, on organise la désunion européenne. On a élargi l'Union européenne aux pays de l'Est par pure compassion, mais ça n'avait aucun sens économiquement et démographiquement et démocratiquement parlant. Et donc aujourd'hui, moi je plaide absolument pour une Europe à 10 ou 12 maximum, la vieille Europe de l'Ouest, avec une obligation d'harmonisation fiscale et sociale parfaite. Soit on fait un traité intergouvernemental en dehors de l'Europe actuelle, on la laisse en état parce qu'on ne va pas insulter tout le monde, on ne va pas se fâcher avec tout le monde, mais on crée quelque chose ailleurs, soit sous la forme d'un partenariat privilégié, soit sous la forme d'un nouveau traité intergouvernemental. Mais il faut absolument qu'on arrive à 10 ou 12 à une harmonisation fiscale et sociale parfaite pour avoir une politique commune, aussi bien sur le plan international que sur le plan de l'investissement par rapport au BATX et au GAFA. Sinon, mes amis, on est mort. C'est la civilisation européenne qui est morte. Et quand je vois le débat qui s'annonce sur l'Europe, avec d'un côté les pro-européens à la Macron qui n'ont absolument rien compris au problème, qui continuent à insulter Salvini ou Orban, alors que évidemment ils répondent à une demande des peuples qui sont de plus en plus anti-européens. Au lieu de les insulter, il faut comprendre. Et puis de l'autre côté, vous avez en effet les barjots qui veulent sortir de l'Europe. On voit le résultat en Grande-Bretagne, c'est une véritable catastrophe. Et donc entre les deux, personne ne tient un discours intelligent sur l'Europe aujourd'hui, alors que tout passe par l'Europe. Que ce soit d'ailleurs la question des migrants ou la question de l'investissement dans la troisième révolution industrielle, tout passe par là. Et donc on a vitalement besoin d'une Europe à 10 ou 12 qui soit suffisamment riche et suffisamment harmonieuse, donc sans dumping fiscal et social, pour qu'elle puisse investir massivement dans cette troisième révolution industrielle. Ceux qui ne seront pas dans la convergence du digital, de l'intelligence artificielle et de la robotique n'existeront pas, tout simplement. On sera une colonie des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est très important parce qu'on sera une colonie des États-Unis et de la Chine, y compris sur le plan militaire, par exemple, parce que nos Rafales, ils sont bourrés de technologies américaines et d'intelligence artificielle américaine. Je vais vous dire très franchement, si les Américains voulaient clouer notre armée au sol, ils pourraient le faire aujourd'hui. Donc il se trouve qu'on reste quand même malgré tout des alliés, encore que ce soit fragile, mais la question de la souveraineté politique, militaire, diplomatique, nationale, européenne, je dirais, elle est absolument cruciale aujourd'hui. Et donc on va pour l'instant dans le mur en klaxonnant. C'est le seul sujet sur lequel je suis un peu pessimiste, parce que je vois personne dans le paysage politique qui comprenne l'urgence absolue de cet investissement dans la troisième révolution industrielle, parce qu'en général, les pro-européens ne savent même pas de quoi il s'agit. J'ai beaucoup de respect pour Juppé, mais il a aucune idée de ce que je viens de vous dire, mais aucune. Voilà, il sait absolument pas ce que c'est. Et donc, nos pro-européens les meilleurs ne savent pas ce que c'est que la troisième révolution industrielle, et ils voient pas à quel point c'est un enjeu vital en termes non seulement d'économie et de commerce, mais aussi en termes de souveraineté européenne et donc de survie de la civilisation européenne, qui est quand même la civilisation à la fois de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté des femmes, mais aussi de la protection sociale. Moi, j'y tiens beaucoup. Et donc, je dis que là, on est en train de perdre. Alors, les LR, Wauquiez, m'ont demandé d'être tête de liste aux européennes. Macron a demandé d'ailleurs à mon camarade, si je puis dire, Danny Cohn-Bendit, d'être tête de liste de l'autre côté. Vous savez peut-être qu'on fait tous les deux, Danny Cohn-Bendit et moi, tous les dimanches à 19h, une émission sur LCI. Donc on s'est beaucoup amusé parce qu'on aurait pu être les deux têtes de liste en train de s'empailler à LCI, mais on a refusé tous les deux parce que j'ai passé l'âge de faire ce genre de choses et puis j'ai un métier, je suis pas un politicien ou un politique, mais voilà, puis j'ai pas envie de faire 70 meetings dans l'année, mais je pense que c'est vital qu'il y ait quelqu'un qui défende cette idée d'une Europe à 10 capable d'avoir une politique de puissance par rapport à ces deux géants que sont les GAFAMI et les BATX. Merci de votre attention. Voilà. Merci à vous. On m'a dit qu'il y avait, si vous le souhaitiez, qu'on pouvait prendre 2-3 questions. Bonsoir Monsieur Ferry, merci de cet exposé extrêmement intéressant. On se rend compte qu'effectivement on manque beaucoup d'informations. Moi, j'avais quelques points que je souhaitais vous soumettre, qui me questionnent, oui. Notamment sur la longévité. Quid de la surpopulation humaine? Qu'est-ce qu'on va faire si effectivement on se multiplie parce que on va vivre peut-être 2 fois plus vieux? Donc première question. Sur la vieillesse sage, franchement, j'ai un très gros doute.
parce que l'histoire démontre que l'humanité n'apprend pas ses leçons et que ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient sage. Donc là, j'ai un gros doute. Et puis, sur l'intelligence artificielle, quid du côté intuitif, quid du côté esprit, cœur, quid, on va dire, de l'âme dans sa globalité la plus large. Sur la question démographique, c'est la seule qui soit importante. En 1970, nous étions quelque chose comme 5 milliards. On est aujourd'hui presque 8 milliards. Et en fait, cette augmentation de la démographie mondiale, elle n'est pas du tout liée à l'augmentation des naissances, mais à l'augmentation de la longévité. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et donc, le premier problème que posera l'allongement de la longévité, surtout si ça va vite et que ça va aussi loin que l'imaginent les transhumanistes aujourd'hui, c'est-à-dire 150 ans, 200 ans, ça posera un problème énorme. Alors, c'est évidemment pour ça, mais en France, c'est comme sur la voiture. Quand je parlais de la voiture autopilotée il y a 3 ans, les gens rigolaient. Quand je parlais de Néandertal et de Cro-Magnon, les gens se marraient. Mais aujourd'hui, on y est. Et donc, évidemment qu'on va aller dans cette direction. Et donc, là aussi, quand j'en parle, les Français rigolent. Mais c'est pas pour rien que Elon Musk est le patron de SpaceX. Et que Jeff Bezos a le même programme de colonisation des planètes. Ils ont commencé par coloniser les déserts aux États-Unis. Peut-être vous avez entendu parler de ça. On a organisé d'immenses bulles hermétiques, totalement hermétiques, avec des légumes, des animaux, des plantes, etc., et des humains à l'intérieur, pour préparer la colonisation de Mars. Donc, Elon Musk annonce, le patron de SpaceX, la colonisation de Mars à partir de 2025. Ce sera pas 2025, mais ce sera 2035. Il veut installer une colonie d'1 million de personnes sur Mars, et bien évidemment, l'idée, c'est de fabriquer une soupape de sécurité avec une colonisation, d'abord bien sûr des déserts sur la Terre, il y en a encore beaucoup, mais à terme, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, une colonisation des planètes. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi on nous reparlait aujourd'hui de la conquête spatiale ? Pendant 30 ans, on nous en a pas dit un mot. Mon vieil ami Alec disait, mais que c'est que cette connerie d'envoyer des humains dans l'espace, autant envoyer des chèvres plutôt que Claudier Aigneret, ça reviendra au même. Il était désagréable comme toujours avec lui, mais il n'avait pas tort à l'époque. Aujourd'hui, on y revient parce que, évidemment, la question de la démographie devient cruciale. Et donc, c'est encore une fois pas pour rien qu'Elon Musk s'est lancé dans cette conquête. Et je vous signale que Falcon Heavy, sa fusée, si je puis dire, c'est autre chose qu'Ariane 6. Ariane 6, c'est le Minitel de l'espace. C'est vraiment une blague à côté de ce qu'ils sont en train de faire. Sur la vieillesse, rien ne garantit qu'en vivant plus longtemps, on ne deviendra pas un vieux con. C'est même le cas assez général, pour être honnête. Mais l'allongement de la vie, d'abord, ce sera un allongement de la vie en bonne santé physique et psychique. Imaginez qu'on s'arrête de vivre à 40 ans. Et donc, ce sera un allongement de la vie en pleine forme, si je puis dire, si on y arrive, bien sûr. Et deuxièmement, c'est une possibilité qui est ouverte. Mon père, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis, me disait que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense pas qu'on soit plus intelligent à 67 ans, ce qui est hélas mon âge, qu'à 25, mais je peux vous garantir, en tout cas pour moi c'est sûr, on est beaucoup moins cons. Et donc, on a appris des choses. Ça servirait à quoi de vieillir si on n'apprenait rien, franchement. Et donc, vous dites l'humanité n'apprend rien, c'est totalement faux. Ce qui caractérise l'espace européen, c'est précisément le fait qu'on a, avec la démocratie, on a exterminé totalement la guerre entre démocraties. Nous vivons dans des sociétés qui sont à tous égards. Il n'y a pas un seul critère où je parle de l'Europe de l'Ouest, évidemment, où elles ne sont pas infiniment supérieures aux sociétés que nous avons connues, même encore dans les années 50, pour ne rien dire des années 30 ou du 19e siècle. Donc on a formidablement progressé dans tous les secteurs. Niveau de vie, espérance de vie, liberté des femmes, alphabétisation des filles dans les campagnes, etc., etc. Il n'y a pas un seul critère où notre société européenne, je parle des vieux pays d'Europe de l'Ouest, ne soit infiniment supérieure à ce qu'elle était dans les années 30. Donc on a énormément appris. Justement, c'est ça la caractéristique de la démocratie. Et donc la troisième question, j'ai oublié, c'est mon pauvre cerveau qui a besoin d'un booster. Ah, l'âme, vous savez, n'étant pas croyant, j'ai jamais vu d'âme nulle part. Je peux simplement vous répondre une chose, c'est que si on fabrique une intelligence artificielle forte, elle aura exactement autant d'âme que nous, elle sera tout aussi humaine que nous.
Ce sera pas une machine, ça sera une machine humaine, si vous préférez. Et donc, si ça peut vous inquiéter encore plus, allez voir ce que Google est capable de faire en matière d'art. C'est hallucinant. J'ai dans ma poche, là, je peux pas le montrer là puisque c'est pas visible sur un smartphone, mais j'ai une dizaine de peintures qui ont été faites par l'ordinateur artiste de Google de manière totalement libre. D'ailleurs, la dernière s'est vendue 400 000 € cette semaine même. Et je peux vous garantir que ces peintures, là, je pourrais vous les montrer tout à l'heure si vous voulez, ça entre nous, c'est autre chose que les âneries qu'on voit à la FIAC. Hein. C'est 1 milliard de fois mieux. Voilà. Et donc là aussi, l'idée que la machine sera pas capable de faire des choses qui sont, on dit voilà, l'art c'est réservé à l'humain. Il y a eu aussi aux États-Unis, dans une salle comme celle-là, avec 300 mélomanes chevronnés, il y a eu, on a diffusé de la musique de Bach et de Mozart. Il y avait des faux Bach et des faux Mozart. Il y en avait des vrais. Ils se sont tous gourés. Ils étaient incapables de distinguer les vrais des faux. Voilà. Et j'ai là aussi un Rembrandt qui est absolument génial, qui est parfait, et qui est avec y compris les 10 couches de peinture, les craquelures, etc., et qui est entièrement fait par la machine. Donc, si on arrive à l'IA forte, on aura une machine qui aura tout autant d'âme que Hitler, pour prendre un exemple qui me tient à cœur. Et donc, quand on regarde l'histoire de l'humanité au XXe siècle, franchement, on est quand même la pire espèce qui soit. Jamais on a fabriqué quelque chose d'aussi inhumain, si je puis dire, que l'humain. Et donc, le génocide arménien, jusqu'au génocide des Hutus, la guerre Hutu-Tutsi, en passant par 10 autres. On garde la Shoah en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Les Hereros, les Namias, en 1905, par exemple. Abominable. Bon. Et donc, si l'espèce humaine était formidable, ça se saurait. C'est quand même une espèce, on est quand même des vrais salauds. Il faut bien le dire, on est capable d'une méchanceté sans limite. Là, je suis obligé de regarder ce qui s'est passé pendant la guerre de 14 parce qu'on me demande de commenter ça. Ce qui me désole, parce qu'il n'y a rien de bien à commenter dans cette guerre. C'est une horreur il n'y a rien de grandiose dedans, à part l'horreur. Mais en plus, c'est vraiment les chefs d'État et de gouvernement ont entraîné les peuples contre leur volonté dans une boucherie qui n'avait strictement aucun sens. Voilà, donc cette machine aura peut-être plus d'âme que nous. Voilà, je suis pas là-dessus certain évidemment, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de l'humanité. Voilà. Est-ce qu'il y a Oui. Oui, une question. Je vous vois pas. Où est-ce que vous êtes ? Je suis là. Oui, merci. Bravo. Voilà. Merci pour tout ce que vous nous présentez. En fait, dans la conférence d'aujourd'hui, on arrive à poser à imaginer le futur à partir de ce qu'on voit apparaître, se développer, accélérer. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça peut être perturbé par le réchauffement climatique ? Deux choses. Les patrons des GAFAMI, ils sont, en vérité, ils viennent de la gauche libertarienne américaine. Ils sont donc extrêmement féministes et ils sont très très écolos. C'est pas du tout des fachos. Donc c'est plutôt d'anciens gauchos devenus hyper libéraux, un petit peu que d'ailleurs comme mon ami Danny Cohn-Bendit. Ce sont des gens qui viennent du gauchisme et qui sont passés au libéralisme, si je puis dire. Donc ils sont écolos, ils sont féministes, ils sont gentils. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent au fond que la solution du réchauffement climatique, c'est la voiture électrique autopilotée, par exemple. Alors, le seul problème que posent ces nouvelles technologies du digital, je vous renvoie au livre de Guillaume Pitron qui s'appelle « La guerre des terres rares », qui est un livre formidable. Le seul problème de nos smartphones, de nos ordinateurs, de nos batteries, etc., c'est que ça bouffe énormément de terres rares, de métaux rares. Le tungstène, l'indium, le scandium, le graphite, etc. Tous, il y en a une cinquantaine. Et 95% de ces métaux rares sont produits par la Chine aujourd'hui, qui détient évidemment une épée de Damoclès sur tout le développement de l'Occident, parce que sans ces terres rares, pas de voiture électrique, pas de smartphone, pas d'éolienne, pas d'ordinateur, pas de photovoltaïque, etc. Toute la transition énergétique, comme on dit, dépend de ces terres rares. Et donc, c'est au fond le seul vrai problème à résoudre aujourd'hui important en matière d'écologie. Pour le reste, vous savez... voilà, même si on prenait 2 degrés de plus dans 100 ans, d'ailleurs, ce type de calcul, pardon de le dire, ça n'a strictement aucun sens à mes yeux, parce que personne ne peut savoir à quoi ressemblera la planète dans 100 ans. On n'en a aucune idée, donc on tire des lignes de fuite
mais sans savoir même si l'humanité existera encore, ni quel type de véhicule on aura, comment on se déplacera, comment on vivra, ce qu'on bouffera, etc. On n'en sait strictement rien. Donc là, on joue à se faire peur. Mais en tout cas, sachez que les patrons de ces GAFAMI sont des super écolos. Ils sont ce qu'on appelle solutionnistes. Vous tapez sur Google en rentrant chez vous solutionnisme et vous verrez apparaître tous les patrons des GAFA. Ils pensent que ils sont avec le digital, le numérique et l'intelligence artificielle, ils détiennent les clés du problème écologique. Donc ils sont pas du tout indifférents à ça. Il y a deux problèmes, les terres rares et puis le problème énergétique, c'est-à-dire les canaux d'énergie, ça bouffe énormément d'énergie, mais ce sont des problèmes qui sont pas du tout insolubles. On y arrivera. Mais si on avait tous des voitures autopilotées électriques, on aurait évidemment fait un grand pas. Juste un petit point, la France, c'est 1/1000 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La taxe sur le carburant, ça va faire descendre un tout petit peu la consommation de carburant en France. Autrement dit, avec cette taxe qui met tout le monde dehors, on va arriver au millième du problème. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on y arrivera. C'est évidemment en inventant une croissance, disons, dépolluante, pour dire les choses simples. Et on vendra des voitures électriques simplement quand elles seront moins chères qu'aujourd'hui, quand elles auront une autonomie plus grande. Point final, et qu'on aura résolu le problème des terres rares. Et je vous rappelle que ce mois-ci même, Tesla gagne de l'argent. Donc on disait encore il y a 6 mois, ça marche pas, il s'écroule. Pas du tout. Il gagne de l'argent. Moi j'ai essayé la dernière Tesla, elle est fantastique. C'est une merveille. Voilà, et c'est une voiture qui a 450 km d'autonomie et qui a 0 émission de gaz à effet de serre, sauf évidemment la fabrication des batteries et la destruction des batteries, le stockage des déchets. Mais ça, il faut prendre la chaîne entière, évidemment. Le problème majeur étant les terres rares. Mais voilà, si j'étais à la place du président de la République, ce que je ferais au lieu d'emmerder les Français avec les 80 km/h, boucher les berges à Paris et puis taxer l'essence, j'aiderais Saint-Gobain à rouvrir l'usine de terres rares qu'on a fermée en 1980. Ce serait infiniment plus utile. Mais il faut réfléchir. Le seul qui a vu ça, à part Guillaume Pitron, lisez son livre qui est formidable, c'est Carlos Tavares, le patron de Peugeot, qui a très très bien dit, déjà il y a 5 ans, il a dit, fabriquer des voitures électriques, aucun problème, on sait faire, on sait les commercialiser, elles sont magnifiques, formidables. Le problème, c'est que vous vous rendez pas compte que, d'un point de vue écologiste, les voitures électriques aujourd'hui, à cause des terres rares, puisque la production des terres rares est terriblement polluante, c'est pire qu'une petite voiture thermique. Voilà. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, on n'aura pas gagné. Voilà. Une petite dernière pour la route. Oui, merci pour votre présentation très pédagogique. Et du coup, je vous propose de reprendre votre casquette de ministre de l'Éducation nationale et dites-nous les mesures que vous prendriez pour préparer notre jeunesse à ce futur. Premièrement, je ne mettrai pas l'arabe à l'école primaire. Déjà, excusez-moi, mais c'est la première chose que j'éviterai de faire. Et deuxièmement, la grande question, parce que on va enfermer les petits musulmans dans leur communautarisme, c'est idiot. 99% des enfants qui vont choisir l'arabe sont des enfants de parents descendants de 3e génération, 4e génération du Maghreb, et on va enfermer ces enfants dans leur communautarisme. On ne pourra pas contrôler ce que disent les profs, parce qu'il y aura autant d'enseignements religieux que d'enseignements de langue, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, et on va encore une fois créer des problèmes insolubles. Il ferait 1000 fois mieux d'apprendre l'anglais, mais bon, ça c'est la première chose que j'éviterai de faire. La deuxième, je vais être très clair, la question est la suivante: quel équipement donner à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils soient complémentaires de l'IA et pas victimes de l'IA? Comment les équiper? Vers quel métier les envoyer pour qu'ils soient complémentaires de cette révolution industrielle et non pas victimes? La pire des solutions étant le RUB, le revenu universel de base, qui est la pire solution, la pire saloperie qu'on puisse imaginer. Parce que le RUB, ce sera à terme, imaginez 70% de Français qui seront à 600 € par mois, la moitié du prix d'un iPhone, et 30% qui rouleront en Porsche et qui considéreront que les autres sont des parasites dont il faut se débarrasser d'urgence. Tandis que les 70% deviendront alcooliques et pleins de ressentiments. Tout ça est absurde. C'est la pire chose à faire, le RUB. La vraie question, c'est en effet celle que vous posez: comment rendre nos enfants complémentaires de ce monde et pas victimes de ce monde? Il ne faut pas les mettre au RUB, ce serait une catastrophe. Pour une fois, Mélenchon avait raison, c'est une trappe à pauvres. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à cette complémentarité. Je vous donne simplement le fil conducteur. Et moi, ce serait mon principal sujet si j'étais ministre de l'Éducation.
Mon fil conducteur, il est le suivant, c'est que les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas. Infirmière, ça disparaîtra pas. Jardinier, ça disparaîtra pas. Cuisinier, ça disparaîtra pas. Moi, j'ai mis ma fille, une de mes filles, dans une école hôtelière parce que ça ne disparaîtra pas. Le métier de directeur d'hôtel, par exemple, c'est un métier qui associe tellement de choses qu'aucun robot ne pourra faire ça. Et donc, il faut qu'on choisisse pour nos enfants des voies qui vont vers des métiers qui ne disparaîtront pas. Mais encore une fois, le principe, associer la tête, le cœur et la main, ça disparaît pas. Le radiologue disparaîtra. L'infirmière, non. D'ailleurs, je vais vous dire très généralement, les spécialistes en médecine disparaîtront avant les généralistes et les généralistes disparaîtront avant les infirmières. Pour retourner quelqu'un, lui piquer le cul en lui disant que ça fait pas mal, ce qui est évidemment un mensonge, il faut un humain. Et spécialement, si possible, une humaine. Et donc, voilà, ça la machine sait pas faire. Surtout qu'il faut rassurer, vous dire, mais non, ça vous fera pas aïe. Et donc, j'aime beaucoup les infirmières, mais j'ai souvent à faire, hélas. Voilà, mais le vrai principe est là. Comment rendre nos enfants complémentaires de l'IA? Et encore une fois, vers quelle direction? S'ils sont bons en sciences, formidable, allez-y. Mais c'est assez élitiste, assez rare. Et sinon, choisissez plutôt des métiers de relations humaines qui, eux, ne disparaîtront pas. Voilà, psychologue, ça disparaîtra pas non plus. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et si je devais les former, plutôt que de supprimer le grec et le latin, je gardais. Et dire, je vais vous dire très franchement, j'en ai parlé avec Blanquer, qui est un ami, mais je pense que sa réforme du bac, on va, en tout cas telle qu'elle était dans les tuyaux il y a 6 ou 8 mois, mais je sais pas du tout où il en est maintenant. Mais c'était une vraie usine à gaz. Si je devais faire une réforme du bac, je ferais quelque chose de très très simple. La filière L, littéraire, elle est morte. Elle est prise par 10% des enfants et elle ne sert à rien. Elle conduit nulle part. Vous pouvez même pas faire médecine avec. Et donc, si j'étais ministre de l'Éducation aujourd'hui, je ferais simplement 2 filières, très simples. Une filière humanité, avec une grosse part de science, et une filière science avec une grosse part d'humanité. Point final. Et là, vous équipez vos enfants vers la 3e révolution industrielle. Mais si vous laissez les gamins dans les lycées fabriquer eux-mêmes à leur menu, vous rendez la gestion du système absolument impossible. Gardez à l'esprit l'idée suivante. 1 heure de maths en 6e, c'est 4000 profs. Donc imaginez que vous laissez les enfants choisir, mettons qu'ils veuillent pas faire de maths, ben, vous allez faire quoi des 4000 profs qui sont là, vous allez les mettre au chômage, tout ça. Il faut qu'on impose malgré tout un système qui est choisi par le ministère, qui est choisi par les adultes. Et moi, je pense que le meilleur, ce serait humanité avec science, science avec humanité. Là, c'est clair, c'est net, c'est imposé à tous les enfants. Et c'est probablement ce qui les préparerait le mieux au monde qui vient, parce qu'on va avoir besoin de scientifiques et d'humanistes. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non, c'est une bonne idée. Ouais. Merci. Un grand merci à vous.